Dans cette vidéo, je vais te montrer comment sélectionner les meilleurs ETF MSCI World. Parmi les indices les plus connus, on va retrouver le S&P 500, le MSCI World, etc. Donc là, je vais te montrer vraiment dans cette vidéo et on va se concentrer sur cet indice, le MSCI World. Et je vais te montrer comment sélectionner du coup les meilleurs ETF parce qu'aujourd'hui, des indices qui répliquent le MSCI World, il y en a vraiment beaucoup. Donc tu vas voir, je vais te montrer les erreurs à éviter, quels sont les critères de sélection et faire en sorte que tu puisses te retrouver avec les meilleurs ETF pour ton investissement long terme. Donc là, je te retrouve directement sur mon ordinateur, sur un site que tu connais déjà qui s'appelle Just ETF, qui va te permettre de trouver ou de suivre les ETF qui sont répertoriés, notamment pour les résidents européens, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ETF qui existent dans le monde entier, mais tous ne sont pas utilisables et utilisés in fine du coup par les résidents européens. Il faut que ça réponde à tout un tas de normes et de prérogatives. Donc c'est pour ça que sur ce site, tu auras le référencement et le listing de tous les ETF auxquels les Européens auront accès. Donc je te mettrai le lien dans la barre d'infos de ce site Just ETF. Tu as une version payante, tu as aussi une version gratuite, mais la version gratuite sera très largement suffisante pour ce que tu veux faire. Donc tu vas cliquer ici dans l'onglet sélecteur d'ETF, tu vas cliquer sur trouver des ETF. Et là derrière, tu vois, tu vas te retrouver sur ce qu'on appelle un screener. Donc le screener, c'est un tableur où tu vas retrouver en fait tous les différents ETF et tu vas pouvoir les classer par catégorie. Là, tu vois, en haut à gauche, on va se retrouver du coup si si je souhaite investir dans un ETF par exemple qui investit dans un panier d'actions, je peux cliquer ici et du coup sur les 2767 qui sont référencés sur ce site, il y en aura 1694 qui me permettent d'investir directement dans un panier d'actions. Si c'est dans des obligations, il y en a 823, ça peut être sur les métaux précieux, ça peut être sur les matières premières, les cryptos, l'immobilier, les marchés monétaires, donc voilà le marché typiquement du forex. Si tu veux pas investir uniquement sur le marché avec des euros, tu peux investir sur le dollar, tu peux investir sur le yuan, la livre sterling, enfin tu n'es pas obligé de t'exposer uniquement à l'euro. Et après tu peux sélectionner tout un tas d'autres critères qu'on va voir ensemble pour in fine trouver celui qui nous intéresse dans cette vidéo, en l'occurrence le meilleur ETF sur le MSCI World. Donc là on va être obligé d'insérer dans l'outil certains paramètres parce que le MSCI World ça nous permet d'investir dans à peu près 1500 entreprises dans le monde entier, dans 23 pays développés différents, etc. Donc on va être finalement dans le côté action, tu vois, on ne veut pas investir dans des obligations et tout ce qui est à côté. On va choisir un indice spécifique, donc on va descendre et on va choisir le MSCI World. Donc attention, tu en as quand même beaucoup et tu vas voir qu'il ne faut pas que tu te perdes également dans tout ce qui est présenté. Là, tu vois, rien quand on parle du MSCI World, là, tu vois, tu as MSCI World, Consumer Discretionary, Consumer Staple, Energy, Enhanced Value, etc., etc. Nous, on va vraiment choisir le plus simple, d'accord? Il y a plein d'ETF différents. J'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur cette chaîne pour t'expliquer les différences qui existent entre les différents ETF, comment tu peux les reconnaître au niveau de leur nom, etc. Là, on va vraiment aller au plus simple. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui est au plus proche de l'indice de référence, c'est-à-dire le MSCI World. Donc, on va vraiment choisir le MSCI World. Là, tu vois, juste en choisissant ça, du coup, il ne nous reste plus que 23 ETF. Au départ, on en avait plus de 2000, quoi. Là, tu vois, on est dans le truc action. On a choisi les ETF MSCI World, donc il nous en reste 23. Et là, on peut encore aller un petit peu plus bas. Si toi, tu es dans un ETF que tu recherches, par exemple, si tu recherches un ETF plutôt éligible au PEA ou au compte titre, ça ne va pas être la même chose. Là, tu vois, si je recherche un ETF éligible au PEA, je vais choisir ça. Et là, on va m'en présenter du coup quelques-uns. On va m'en présenter, là en fait, c'est tout simple, hein. Il m'en reste que 4, d'accord? Ça ne va pas être des ETF à réplication physique. Tu te souviens, hein, tu as des ETF à réplication physique, des ETF à réplication synthétique. Des ETF à réplication physique, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir en sous-jacent ou pour garantir la valorisation de cet ETF, le même actif dans nos coffres. En gros, l'entreprise qui va te dire j'émets des parts d'ETF par exemple sur des métaux précieux ou sur de l'or, si c'est un ETF à réplication physique, pour chaque part d'ETF qu'elle va émettre sur le marché, elle va mettre en garantie dans ses coffres et elle est obligée d'avoir en garantie dans ses coffres son équivalent en or. Voilà, c'est juste ça. Si on est sur des réplications synthétiques, c'est un autre type de fonctionnement. J'ai fait pas mal de vidéos sur cette chaîne également pour t'expliquer les différences entre les ETF à réplication physique et synthétique. Mais en gros, on n'est pas obligé dans les ETF à réplication synthétique d'avoir à 100% la même garantie que ce qu'on va émettre sur le marché. Par exemple, pour reprendre le cas que je t'ai
évoqué précédemment, si on est dans un ETF à réplication physique pour les métaux précieux, chaque part d'ETF qui va être émise va être garantie à 100% par ce même actif, donc en l'occurrence de l'or, dans les coffres de l'entreprise ou du gestionnaire de fonds. Si on est dans ce même cas de figure, mais sur un ETF synthétique, donc pour le cas par exemple des métaux précieux, si on émet des parts d'ETF sur des métaux précieux, ce qui va être mis en garantie, ça ne sera pas totalement des métaux précieux. Ça peut être des obligations, ça peut être des actions, ça peut être de l'immobilier, ça peut être d'autres actifs. Voilà, c'est principalement ça la différence. Il peut y avoir quelques subtilités supplémentaires, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo de rentrer autant dans le détail. Ce qu'il faut que tu saches, donc, c'est que tu as des ETF à réplication physique, des ETF à réplication synthétique, et également aussi tu as des ETF capitalisants et distribuants. Sur un PEA, il n'y aura pas de grosse différence si tu décides de t'orienter vers des ETF capitalisants ou distribuants. Si tu veux les ETF distribuants, par exemple, si tu investis dans des actions qui versent normalement des dividendes, dans les ETF distribuants, on va te verser des dividendes. Dans les ETF capitalisants, on ne va pas te verser les dividendes même s'ils existent, ils vont automatiquement être réinvestis dans l'ETF pour faire croître de manière plus importante le cours de l'ETF. Voilà, donc ça dépendra de l'objectif que tu veux avoir. Si tu as un objectif de rente ou de capitalisation, tu ne vas pas t'orienter vers les mêmes ETF. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si tu es sur un PEA, que tu choisisses un ETF capitalisant ou distribuant, franchement, il n'y aura pas de grosse différence entre les deux, de par le fait et de par la conception même du PEA, puisque c'est une enveloppe fiscale, hein, tout simplement. Par contre, si tu es sur compte titre, les ETF distribuants vont déclencher une imposition à chaque fois que tu vas recevoir du coup des dividendes. Donc il y a une friction fiscale entre les deux. C'est pour ça que si toi tu as un objectif vraiment de développer et de faire croître ton portefeuille sur le long terme, il vaut mieux s'orienter vers des ETF capitalisants parce que historiquement parlant, c'est des ETF qui ont très très bien performé. Donc moi en général, quand je décide de sélectionner des ETF pour un portefeuille long terme, je préfère être sur des ETF capitalisants. Alors sur PEA, tu as compris que ça n'avait pas de grosses incidences, mais plutôt sur compte titre en général, ça peut être intéressant d'aller là-dessus. Et également, j'essaye plutôt d'être, quand c'est possible, d'être sur des ETF à réplication physique, parce que tout ce qui est produit synthétique, il y a eu des gros problèmes à l'époque pendant la crise des subprimes, donc aux États-Unis, pendant la crise de 2007, 2008, 2009. Et à l'époque, c'était très peu contrôlé, vraiment les banques faisaient n'importe quoi. Aujourd'hui, ça l'est d'autant plus. J'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne pour t'expliquer les grosses différences et vraiment en rentrant dans le détail sur les différentiels qui existent entre les actifs synthétiques, enfin les ETF à réplication synthétique et les ETF à réplication physique. Mais il existe des risques aussi évidents sur des ETF à réplication synthétique. Donc c'est pour ça que moi, souvent, je préfère mieux m'orienter vers les ETF à réplication physique. Quand ça existe. En l'occurrence ici, comme tu peux le voir hein, sur PEA, on n'a pas d'ETF à réplication physique pour le MSA World, ce qui est tout à fait normal parce que c'est une niche fiscale dans laquelle on a une obligation pour recevoir ces avantages fiscaux en fonction de la durée de détention de nos actifs sur cette enveloppe fiscale, mais on a une obligation d'investir dans des actions françaises et ou européenne. Mais là, à la base, c'est pas fait pour pouvoir investir dans des entreprises américaines ou sur des indices comme le MSA World. La seule manière pour nous, pour pouvoir être exposé au marché US ou avoir d'autres possibilités d'investir et d'aller chercher plus de performance, c'est de s'orienter vers des ETF synthétiques en fait pour le coup. Là, on est obligé. Donc c'est pour ça que ici, en fait, quand tu vois basé sur swap non financé, ça veut dire que c'est des ETF synthétiques. Voilà. Sinon, c'est marqué réplication physique, totale ou partielle, mais souvent ça va être des ETF à réplication totale. Donc au final, tu vois, on va se retrouver avec sur les 2700 qu'on avait au départ, là en choisissant l'indice, en choisissant action, en choisissant notre ETF et en choisissant également aussi PEA, bon, bah au final, on se retrouve sur tous ces ETF. Maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser pour aller plus loin et pour sélectionner les meilleurs ETF? Est-ce qu'on va choisir plutôt celui-ci, celui-ci, celui-ci? Il y a plusieurs critères sur lesquels il va falloir être vigilant. Il va falloir regarder l'historique, il va falloir regarder la taille de fonds, il va falloir regarder surtout, et c'est ça le plus important, les frais. Je te ferai quelques exemples par la suite pour te montrer l'impact, même ne serait-ce qu'un minimum de frais sur le long terme sur tes investissements en bourse. Et tu verras qu'avec les intérêts composés, ça peut avoir un impact qui est énorme sur tes performances. Donc moi, en général, j'essaye, tu auras toujours des compromis, hein, tu vois, hein, comme par exemple là, je me dis, ok, moi j'ai compris que je voulais plutôt être sur des ETF à réplication physique, bon bah ça y est pas, je vais être obligé de passer sur un ETF à réplication synthétique, je vais plutôt essayer de m'orienter sur un ETF capitalisant, même si
Un ETF distribuant ou capitalisant sur PEA, franchement, il n'y a pas de grosse différence. Mais l'idée, c'est d'être avec une taille de fonds vraiment importante, parce que plus tu as une taille de fonds importante, plus en général, ça veut dire que le fonds, entre guillemets, est sûr, il est contrôlé et que les investisseurs aussi en ont confiance. Moi, je vais regarder aussi l'historique. Tu vois, si tu as un ETF qui est là depuis 3 mois, j'ai pas forcément envie d'investir dessus. Je préfère mieux prendre un ETF qui est là depuis vraiment très longtemps. Je vais regarder les frais pour choisir celui qui va le mieux me correspondre. Donc là, tu vois par exemple que le premier, donc c'est un ETF capitalisant qui est dénominé en euros. Ça aussi, il faut vraiment faire attention parce que tu peux tomber sur un ETF qui est pas mal, mais qui est dénominé en dollars. Et donc, s'il est dénominé en dollars, du coup, et que toi, tu investis avec des euros, tu auras aussi les frais de change à l'entrée, mais également aussi à la sortie. Donc ça peut aussi éroder un peu la rentabilité de ton capital. Donc, tu vois, là, je suis sur un ETF capitalisant dénominé en euros qui va répliquer le MSCI World UCITS. Très bien, il y a une grosse taille de fonds. Par contre, parce que là, on est à 3668 millions d'euros, hein, c'est en millions d'euros, hein, c'est ça qui est important. Et en frais, on est à 0,38. Par contre, tu vois que celui qui a les frais le plus faibles, c'est 0,25. Moi, je vais toujours essayer de trouver l'ETF qui va avoir les frais les plus faibles. Le seul truc, c'est que là, on est bien sur un ETF capitalisant. C'est pas Amundi, c'est iShares, donc c'est BlackRock. En gros, iShares, c'est BlackRock. Par contre, tu as vu, la taille de fonds, elle est quand même beaucoup plus faible. On est à 114 millions d'euros. C'est quand même assez faible par rapport au premier. Donc, tu verras toi celui qui te correspondra le plus. Mais déjà, moi, de facto, celui-ci et celui-ci, c'est pas ceux-là, en tout cas, sur lesquels j'irai m'orienter. Parce que il y a une taille de fonds qui est faible, mais avec des frais qui sont élevés. En fait, là, tu as le plus mauvais des deux mondes. Tu vois, et en plus, là, on est sur des ETF distribuants, même si sur PEA, il n'y a pas une grosse influence. Mais bon, tu vois, donc moi, en fait, de facto, ça serait déjà entre celui-ci et celui-ci. Et donc, après, ce qui va me permettre de faire le lien entre les deux, c'est par exemple l'historique et puis aussi mon profil de risque. Si moi, je me dis non, non, d'aller sur une taille de fonds qui est trop faible comme ça, j'ai pas envie d'y aller, bah voilà, tu choisiras sans doute le premier, quitte à payer plus de frais. Mais vraiment, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te faire un calcul et je vais te montrer le différentiel que ça peut avoir sur tes performances long terme, juste en choisissant sur une période de 30 ans, par exemple, cet ETF-là par rapport à celui-ci. On verra ce que ça peut donner vraiment net de frais. Donc si je clique par exemple sur celui-ci, qui pour moi est intéressant. On va avoir des informations qui nous vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc on va retrouver en fait la plaque d'immatriculation de l'ETF qu'on va appeler son code ISIN. Parce que des fois tu as des ETF qui ont à peu près le même nom mais qui ne sont pas équivalents, hein. D'ailleurs comme à chaque fois je t'invite à lire la fact sheet. Donc c'est le document officiel qui va te donner un descriptif de l'ETF, comment il a été constitué, etc., etc. On va te dire que là c'est un ETF à réplication synthétique, on te redonne la taille du fonds, ETF capitalisant qui va automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital pour faire grossir la valeur de l'ETF. Et là le TER, donc c'est les frais, 0,25%. En dessous, tu vas avoir la valeur liquidative. On est à 5,22 pour cet ETF, pour avoir une part dans cet ETF. Tu vas avoir la fact sheet. Là, tu vas avoir les performances. Donc, on peut s'amuser à regarder depuis le départ de cette année quelles sont les performances de cet ETF. Mais tu vois, j'ai l'impression quand même que cet ETF, c'en est un qui est quand même très récent. Parce que, tu vois, là, si j'essaye d'aller plus bas en termes d'historique, tu vois, si je me mets là depuis 5 ans, il me dit qu'il n'y a pas de données. Donc il faudrait creuser un peu plus, mais ça ne me plaît pas trop. Tu vois, ça veut dire que oui, c'est un ETF qui n'a pas énormément de frais. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la taille du fonds est relativement faible. C'est parce que justement, là, l'ETF, il est peut-être très récent. Donc il faudrait faire des recherches un peu plus approfondies pour regarder ça. Mais pour moi, je pense que c'est un ETF qui a été lancé vraiment il n'y a pas énormément de temps. Donc, moi, tu vois, ça, c'est un critère sur lequel je suis vigilant. Parce que tu as des ETF qui vont te dire, moi, je vais suivre l'indice de référence comme le MSCI World. Mais au moment où ils vont essayer de le suivre, tu peux avoir ce qu'on appelle des tracking errors. C'est-à-dire que des fois, si le MSCI World il est censé faire du 8% annualisé, peut-être que le tien dans lequel tu auras investi, vu que c'est fait par ordinateur et puis des gens qui vont gérer aussi le fonds derrière, tu peux peut-être faire du 7,5. Donc s'il ne suit pas vraiment l'indice, s'il surperforme, tant mieux pour toi. Et en général, les ETF à réplication synthétique ont plutôt tendance à surperformer sur le long terme. Mais quand tu es sur des ETF assez récents, c'est assez compliqué d'analyser aussi cette tracking error. Tu vois. Donc, plus tu vas avoir un historique long,
plus toi, ça va te permettre de regarder l'historique et te dire, ah bah ouais, tiens, sur une période de 10 ans, cet ETF, bah, il a très bien suivi l'indice de référence, la tracking error, elle est très faible, voire même, il a tendance à surperformer. Donc peut-être que ce que je vais payer en termes de frais, en plus, ça va être récupéré par un ETF à réplication synthétique qui peut avoir tendance à surperformer l'indice de référence, tu vois. Ça peut exister, ce genre de choses. Donc là, tu vois, pour moi, c'est quand même un point de vigilance. Ensuite, bon, tu as d'autres informations qui pourront peut-être t'intéresser si tu le souhaites. Mais là, tu vois, c'est un ETF pour moi, tu vois, s'il n'y a pas les infos, c'est un ETF qui s'est lancé il y a 3 mois au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Donc, moi, j'ai moyennement envie d'investir dessus, même si, bon, les frais sont quand même plus faibles. En général, lis bien la fact sheet, tu vois, si tu cliques dessus, tu vas voir la fact sheet, tu peux zoomer et on va te donner tout un tas d'informations sur l'ETF. Donc, on va te donner le titre, on va te donner les avantages de l'ETF, on va te donner vraiment tout un tas de choses et notamment la répartition sectorielle, la répartition géographique, les entreprises qu'il va y avoir à l'intérieur, tu vois, on va avoir là le pourcentage de répartition des entreprises, la répartition géographique, là ils te disent que c'est même pas disponible pour l'instant. Bon, tu vois, ça corrobore encore plus l'info que je t'ai dit tout à l'heure, hein. Pour moi, c'est un indice qui est, enfin en tout cas, c'est un ETF qui est vraiment très récent. Ça veut pas dire qu'il sera peut-être pas intéressant plus tard, hein. Mais moi en tout cas, tu vois, c'est un super exemple que je te fais en live. Moi personnellement, j'irai pas dessus. Pour les raisons que je viens de t'évoquer, c'est parce que c'est trop récent. Donc, ça me permet de te faire le cas en direct. On va revenir un petit peu à l'écran précédent et on va prendre le premier. Le premier qui me semblait pertinent, même s'il a des frais un peu plus élevés. C'est l'ETF de chez Amundi. Donc là, on a une taille de fonds beaucoup plus élevée, synthétique, réplication donc synthétique, ETF capitalisant, TER 0,38, un peu plus cher. Attention, on a une valeur liquidative là ici, pour avoir une part dans l'ETF, c'est 520 euros, alors que l'autre, c'était à peine 5 euros. Donc ça aussi, tu vois, c'est à mettre en parallèle. Ça me permet de te faire un exemple au fur et à mesure, parce que tu as des gens, et c'est peut-être ton cas, qui ont un budget assez modeste. Et donc, acheter à 500 euros à chaque fois une part d'ETF, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Donc tu vois, il y a un compromis. En fait, tu as toujours un compromis. Soit tu te dis, ok, je vais avoir moins de frais, mais du coup, j'accepte d'avoir un ETF qui est plus récent et avec une taille de fonds plus faible et une valeur liquidative qui est plus adaptée pour moi. Ou alors, je prends un ETF qui a une valeur liquidative plus élevée avec une taille de fonds plus élevée, mais qui a des frais éventuellement aussi plus élevés. Tu vois, c'est toujours pareil. Tu ne pourras jamais trouver un ETF qui va répondre à toutes tes obligations. En général, tu as toujours des compromis à faire. Donc là, on va regarder l'historique. Et là, tu vois, clairement, l'historique, c'est pas du tout pareil. Ça fait depuis 2009 que c'est lancé. Et depuis 2009, bon, on voit qu'il y a eu des baisses, des augmentations, mais que globalement, depuis 2009, c'est un ETF qui a fait plus de 500% de performance depuis le départ. Donc, c'est vraiment un ETF qui fonctionne très très bien. Là, tu vois les performances d'année en année, tu vois, la performance 2023, 2022, 2021. Des fois, tu as des baisses, mais globalement, on est quand même sur des ETF qui fonctionnent très très bien. Et tu peux cliquer sur également la fact sheet. Là, peut-être qu'on aura un peu plus d'informations. On va avancer un peu. Je vais essayer de zoomer pour que tu puisses voir un peu plus ce qu'il y a derrière. Voilà. Tac. Normalement, tu devrais voir un peu mieux mon écran. Donc, on va retrouver des informations classiques comme la volatilité du portefeuille, c'est-à-dire l'écart type. On va regarder le tracking error. Tu te souviens, c'est ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, le tracking error. Et là, on voit que depuis le lancement, le tracking error, il est à 0,05%. Donc, franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et en plus de ça, on est sur quelque chose de positif, tu vois. Donc, ça veut dire que si on peut regarder les infos juste en dessous en termes de performance, on voit que le portefeuille, tu vois, il a fait en moyenne depuis 2009 517,29%, alors que l'indice en tant que tel, il a fait 528. Donc on a un petit peu sous-performé l'indice. L'écart, tu vois, il est de 11% de rentabilité. Donc sur le long terme, c'est quand même une différence qui est significative, alors que là, tu vois, le tracking error, il est de 0,05. Tu vois, donc le 0,05, bon, il y en a qui vont dire que c'est pas beaucoup, et en effet, tu pourras peut-être pas trouver mieux, mais ça peut quand même, tu vois, sur le très long terme, avoir un impact et une influence sur les performances de ton portefeuille. Dans tous les cas, je te le répète, la stratégie miracle n'existe pas et le meilleur ETF qui a zéro tracking error, qui fait que surperformer, pour lequel il y a une taille de fonds qui est énorme, des frais super faibles et tout, en général, c'est très compliqué à pouvoir le trouver.
Donc on va descendre, tu vas voir que tu retrouves des infos comme la répartition géographique, on voit qu'on est quand même très exposé aux États-Unis, tout comme le MSCI World classique de toute façon, la répartition sectorielle et après tu vas voir la répartition en termes d'entreprise et on est sur une répartition par capitalisation, donc plus l'action va peser lourd dans l'indice, plus elle va être grosse, plus elle va avoir une capitalisation boursière importante, plus elle va peser lourd dans l'indice et donc plus elle va être représentée in fine dans ton ETF vu que l'ETF va répliquer cet indice. Voilà. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Donc moi, tu vois, si je devais investir aujourd'hui sur le PEA avec un MSCI World, à titre personnel, je choisirais plutôt celui-ci, voilà, pour les raisons que je t'ai évoquées. Maintenant, si on essaye de faire la même chose sur compte titre et on va essayer d'aller un petit peu plus vite, je vais cliquer ici donc sur le MSCI World, on reste comme ça, je ne vais pas le mettre que sur PEA parce que on va rester du coup sur, enfin on ne veut pas avoir que les ETF sur PEA, on veut aussi les avoir sur compte titre. Et donc là, tu vois, on va avoir exactement la même chose. On va avoir des ETF à réplication physique, des ETF à réplication synthétique, etc. Et puis tu vois, tu en as qui vont être à réplication partielle et d'autres à réplication totale. Par exemple, là, on est à réplication complète, donc c'est des ETF à réplication physique, mais totale. Et puis après, tu as des ETF à réplication physique, mais partielle. Bon, il y a des différences entre les deux, mais j'ai pas envie de te casser la tête dans cette vidéo, c'est vraiment pas l'objectif. Tu as compris que dans nous, ce qu'on va faire sur un compte titre, c'est important d'être sur des ETF capitalisants, avec le moins de frais, si possible une taille de fonds importante, qui a une tracking error la plus faible possible, et puis un historique relativement long. Donc moi, tout ce qui va être ETF à distribuant, je ne vais même pas les regarder, en tout cas pour un ETF MSCI World. Donc je vais prendre des ETF capitalisants. Après, tu peux sélectionner les méthodes de réplication. Tu peux dire, bah voilà, moi, est-ce que je vais être plutôt sur des ETF à réplication synthétique, complète ou partielle pour les réplications physiques. Moi, je vais essayer de rester sur des ETF à réplication complète. Et là, tu vois, au final, il ne m'en reste pas 50 non plus. Donc, on va voir. On peut mettre soit complète, soit également aussi échantillonnage. On va essayer d'éviter les ETF à réplication synthétique. Et du coup, là, tu vois, on se retrouve avec ces ETF-là. On en a quand même limité pas mal. Et on voit qu'en termes de frais, celui qui va être plus intéressant en termes de frais, bah, c'est celui-ci, tu vois. Par contre, attention, il est dénominé en dollars. Donc là, tu as des frais de change. Et en plus de ça, tu as une taille de fonds qui est quand même relativement faible. Là, tu as celui-ci qui est un ETF du coup capitalisant, 0,12% de frais, c'est pas mal. Tu as également aussi celui-ci, 0,12% avec une forte taille de fonds. Et puis les autres, c'est pareil. Tu vois, en général, on est quand même là pour ceux qui sont en haut, on est quand même sur des bons ETF. Donc, on peut regarder celui-ci qui va avoir une réplication complète. Celui-là, c'est une réplication partielle, mais tous sont capitalisants. Donc, on peut s'amuser à regarder ces deux-là et voir si ceux-ci sont intéressants. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, hein. Tu as compris, hein. Je te fais cette vidéo pour que tu comprennes vraiment le raisonnement. Mais tu as des gens sur Internet qui vont te dire le meilleur, c'est celui-là. Non, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de ton profil de risque, ça dépend des objectifs que tu peux avoir. T'en as qui vont décider d'aller sur des ETF à réplication synthétique parce qu'en général, t'en as certains que je t'avais même donné sur cette chaîne YouTube, des ETF qui vont avoir tendance à surperformer vraiment sur le long terme leur indice de référence. Donc pourquoi pas, tu vois. Mais c'est pas parce que par le passé on a eu ce genre de performance qu'on va continuer de l'avoir. Et il faut comprendre les risques à chaque fois dans ce que tu fais. Donc par exemple celui-ci, 0,12% de frais, capitalisant, échantillonnage, taille de fonds, on a compris. Et tu as le code ISIN vraiment si tu veux le retrouver après pour tes investissements long terme. On a une valeur liquidative de 34 euros, donc c'est quand même plutôt accessible. En termes d'historique, bon, tu vois, ça commence en 2019, donc c'est assez récent quand même comme ETF. Je pense que si on prend le second et qu'on regarde l'historique, ah tu vois, c'est un peu pareil. 2019, non celui-là il est un peu plus vieux, 2018. Bon, les deux sont bien, hein. C'est assez rare de trouver des ETF qui vont être là depuis 25 ans. Voilà. Donc, moi, ça ne me pose pas forcément trop de problèmes. Tu vois, depuis 2018, ça fait quand même des années que ça tourne. Tu commences à avoir un historique. Mais un ETF qui est là depuis 3 mois, en général, je ne mets pas mon argent dessus. Donc on regarde, c'est un ETF capitalisant, tu vois, la date du lancement depuis 2019 et celui-ci, on va regarder depuis février 2018. Donc c'est à peu près, clairement à peu près la même chose. Et après, on peut s'amuser à regarder comme d'habitude la fact sheet. Donc on va ouvrir la fact sheet, on va essayer de zoomer un peu pour que tu puisses voir ce qui a marqué dessus, si ça veut bien. Voilà, je vais essayer de rezoomer encore un tout petit peu plus. Voilà, et là du coup tu vois, on voit la tracking error. Et la tracking error, elle est quand même plus élevée que ce qu'on avait sur les exemples précédents. On est à 0,16. Donc bon,
Tu vois, c'est quand même assez important. On peut regarder pour le second, hein, on peut cliquer sur la fact sheet et on peut essayer de comparer. Mais tu vois, tu peux te faire un fichier Excel en comparant et en te disant, ok, cet ETF-là, c'est quoi les frais, c'est quoi la taille du fonds, c'est quoi le tracking error, c'est quoi le ratio de Sharpe, c'est quoi toutes ces choses-là que je t'évoque sur cette chaîne YouTube pour sélectionner au final le meilleur. Parce qu'au final, le meilleur, ça veut rien dire. C'est le meilleur pour qui, pourquoi, pour quel objectif, pour quelle durée d'investissement, pour quelle niche fiscale, pour quel profil d'investisseur. Enfin, tu vois, pour ça que j'ai du mal à dire cet ETF-là, il est meilleur. Je préfère mieux t'apprendre à pêcher plutôt que te donner un poisson tous les jours. Donc là, tu vois, le tracking error, 0,13 sur un an, 0,16 sur 3 ans, et celui-ci, 0,13, 0. Voilà, bon, on est clairement pareil sur la tracking error. Par contre, on a un historique qui est un peu plus important pour le second que pour le premier. Et après, en termes de performance, franchement, on est à peu près identique. Dans tous les cas, te prends pas non plus trop la tête. Ce qui bloque beaucoup de débutants, c'est de se prendre des fois trop la tête et de ne pas passer à l'action. Franchement, la différence, elle sera tellement minime si tu choisis un ETF plutôt qu'un autre. Les pires perdants sont ceux qui n'investissent pas, qui restent en cash pendant des années et des années et qui réfléchissent pendant 5 ans pour réfléchir à la meilleure stratégie d'investissement. Voilà. La meilleure stratégie d'investissement n'existe pas. Il existe des stratégies d'investissement. Après, il faut trouver celle qui va te correspondre le plus à toi par rapport à ta vision personnelle et puis par rapport aux objectifs aussi que tu t'es fixé. Avant de te quitter, et comme je te l'ai présenté un peu plus tôt dans la vidéo, je voulais vraiment te montrer l'impact des frais sur les frais de gestion en fait des ETF sur le long terme et quel impact ça peut avoir, surtout si tu décides de mettre en place les intérêts composés en créant un portefeuille long terme sur PEA, sur compte titre. Là, j'ai mis de côté pour vraiment la simplicité du calcul, tout ce qui est lié à la fiscalité, etc. etc. C'est juste pour te montrer en fonction de ce que tu vas choisir en termes d'ETF. Tu vois, si tu choisis un ETF pour le cas du PEA à 0,38 par rapport à un autre qui existait à 0,25, tu peux te dire que la différence entre les deux, elle n'est pas extraordinaire, hein, il n'y a pas un gros différentiel, mais au final, bah, ça peut avoir un impact qui est important. Un ETF MSCI World en moyenne, ça fait à peu près du 8% annualisé, donc c'est ce que j'ai pris 8%. J'ai pris 8% moins 0,38% de frais à l'année, donc ça m'a fait 7,62. Du coup, j'ai retranché les frais. Et j'ai fait la même chose avec l'autre ETF, si on choisissait celui-ci, donc 8 moins 0,25. Et on prend du coup les frais. Là, ça fait, en termes de performance, au lieu d'être à 8%, on est à 7,75. Et tu vois, le cas que j'ai pris à chaque fois, j'ai pris quelqu'un qui décide d'investir 10 000 euros et qui chaque mois décide d'investir 100 euros. Franchement, c'est à la portée de beaucoup de personnes et qui investit sur une durée de 30 ans. Donc à la fin, la première personne qui a choisi le premier ETF, hein, l'ETF à 0,38% de frais, se retrouve avec un portefeuille à 221 717 euros, soit un total d'intérêt gagné de 175 717. Par contre, la seconde personne qui a choisi un ETF avec des frais plus faibles, bah, tu vois, il fait exactement la même chose, sauf qu'il a des performances plus élevées, ce qui est normal, sur une période de 30 ans. Et là, il se retrouve à 243 190, soit 197 190 euros gagnés d'intérêt. Il y a un peu plus de 20 000 euros de différence. Et je te prends le cas de quelqu'un qui a investi sur 30 ans. Si tu investis sur plus longtemps et puis surtout des sommes beaucoup plus importantes, là, tu vas avoir un impact beaucoup plus élevé. Il y en a qui investissent dans des ETF thématiques également, qui peuvent avoir des frais à 0,6, on a même vu certains à 0,7 en termes de frais, c'est énorme. Et imagine ceux qui n'investissent pas dans la gestion indicielle avec leur banquier, avec des frais de 2-3%, c'est n'importe quoi. En fait, il y a 2 tiers de tes performances qui partent pour le banquier qui, pour le coup, n'a pas pris le risque avec son propre argent. C'est-à-dire que c'est toi qui prends le risque. Avec ton argent, il n'est pas rémunéré à la performance et en plus de ça, il prend 2 tiers des bénéfices. C'est quand même un truc de fou. Donc tu vois, ça a un impact et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais comme à chaque fois, il y a toujours des compromis en fonction de ton profil de risque et puis en fonction des objectifs que tu t'es fixé sur le long terme. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur l'investissement en bourse en utilisant le vecteur des trackers et des ETF, je t'ai préparé dans la description de la vidéo tout un listing et tout un document PDF dans lequel j'ai recensé les meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre. Il y a même des sections bonus avec les ETF Smart Beta, etc. En général, c'est la partie la plus compliquée, la plus difficile pour les débutants et celle qui demande le plus de temps, la sélection des ETF. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait pour toi. Donc n'hésite pas à télécharger le document. Tu as le lien dans la barre d'infos, tu as simplement à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.